L'éducation populaire? Oui, c'est ici? Non. Alors, où est-ce que je suis? Ben, dans une maison d'enseignement respectable. L'éducation populaire a 150 ans d'histoire au Québec. Autant de vécu, pourtant c'est respectable. Tantôt, on l'appelle la contre-école, tantôt l'école du vrai monde, l'école de la rue. L'éducation d'adulte, c'est ici? Non, ben, t'as pas besoin d'alphabétisation, toi. J'ai besoin d'une définition, moi. Oh, tu peux toujours rentrer, on sait jamais. Ah, c'est ici? C'est où l'éducation populaire? Ben, disons que c'est un peu ici, mais c'est pas tout à fait ici. Ici, dans cet ancien couvent thetfordois aménagé en centre communautaire, une vingtaine d'organismes perpétuent une vocation d'éducation. Une éducation qu'on pourrait qualifier d'informelle. La commission scolaire a aussi un programme d'éducation populaire qu'elle dispense dans 32 communautés. Parce qu'au Québec, deux réseaux d'éducation populaire cohabitent ensemble. Et ces deux réseaux doivent se battre comme des diables dans l'eau bénite pour se faire une place au soleil. À l'intérieur du réseau institutionnel, 82 services d'éducation des adultes disposent de mandats en éducation populaire. Le réseau d'éducation populaire autonome rejoint 800 organismes volontaires d'éducation populaire que l'on appelle dans le jargon les OVEP. Et c'est sans compter les 600 autres groupes qui sont en attente d'une accréditation pour être éventuellement subventionnés par le ministère de l'Éducation. Populaire. Parce qu'ils n'ont pas peinturé encore. Il manquait de peinture, hein? Toc, elle gueule pas trop fort, ça fait mal. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que je suis bien à l'éducation populaire? Ah, ben oui, ça se voit pas. Bonjour. C'est petit. Ah, ben c'est au moins ici. Bien, je cherche la définition de l'éducation populaire. Est-ce que vous l'avez ici en tête? Oh, on en a quelques-unes. On n'a pas dire qu'on en a plusieurs. Bon, bien, je vais rentrer, hein. Je vais voir si je peux l'accepter. Ben, bonne chance. Merci beaucoup. OK. Puis, là, tu pourrais? Ben, ça va l'air. Tu peux-tu m'aider? Ouais, je pense que je vais t'aider parce que, tu vois, là, on a au moins 200 définitions d'éducation populaire. Je préciserais peut-être que je me sens plus compétente pour définir l'éducation populaire autonome. Et pour nous autres, l'éducation populaire autonome, c'est les démarches d'apprentissage que les citoyens font pour reprendre du contrôle sur leurs conditions de vie et de travail. Et c'est des démarches collectives qui visent à changer des situations concrètes d'abus, de perte de pouvoir, de désappropriation du quotidien des gens. En tant qu'employé d'un organisme communautaire dans l'Ontario français, qui fait de l'éducation, c'est-à-dire qui fait de la recherche en consommation, pour nous, ça consiste à démystifier les lois en consommation auprès des groupes de femmes, auprès des groupes dans le milieu académique, loisirs et autres. L'éducation populaire, pour moi, c'est une forme d'éducation, justement, que les gens le demandent par eux-mêmes, dans le sens que c'est que ça devient pour et par les gens et non pas une forme d'éducation institutionnalisée. Pour moi, l'éducation populaire, on en fait à tous les jours. Et ce n'est pas justement dans le sens institutionnalisation à l'intérieur, mais vraiment ce que les gens sentent qu'ils veulent aller voir pour de l'information, ces choses-là. C'est ça pour moi que j'appelle de l'éducation populaire, qui sort des cadres. Moi, j'ai toujours dit que l'éducation populaire, pour ce qui est du développement communautaire, c'est une façon de rendre les gens plus conscients de leur milieu.
comprendre, par exemple, ce qui se passe au point de vue économique dans leur milieu, au point de vue culturel, au point de vue politique aussi, ce qui se passe. On le voit, au fond, on se fait mentir par les politiciens à la journée longue, et puis les gens ne sont même pas capables de distinguer si c'est un mensonge, c'est une réalité, parce qu'on se fait manipuler. Sortir les gens de la manipulation, en fait, de tous ceux qui ont le pouvoir, pour, en fait, leur permettre d'avoir une conscience sociale plus avivée, plus aiguë, de sorte que quand ils arrivent pour poser des gestes dans le sens du développement de leur communauté, ils soient capables, disons, de bien se situer. S'il y a autant de définitions, c'est que les pratiques et les expériences en éducation populaire sont nombreuses. On y trouve des groupements spontanés qui naissent autour d'un projet ou d'un problème, des organismes sectoriels œuvrant sur des terrains, tels que le logement, la condition féminine, les droits sociaux, la solidarité internationale, la santé, l'alimentation, la famille et les relations, l'écologie, quoi. D'autres se définissent à partir de groupes sociaux spécifiques, tels que le mouvement syndical, le mouvement coopératif, les personnes handicapées, les personnes analphabètes, les personnes âgées, les fermières et les diverses communautés ethniques, les jeunes adultes. Enfin, d'autres s'identifient comme étant des organismes de services locaux ou communautaires. Pensons aux médias communautaires, aux garderies, aux cliniques populaires et aux coopératives de toutes sortes. Mais dans tous les cas, elle permet la participation et rejoint directement les adultes dans leur milieu de vie. Contrairement à l'enseignement dispensé sur les bancs d'école, l'éducation populaire, ce n'est pas en vue de gagner sa vie, mais de vivre sa vie. L'éducation permanente, c'est un peu un processus. Moi, j'ai toujours essayé de définir ça, l'éducation des adultes, l'éducation permanente, avec des bénévoles qui me demandent souvent ça. Puis je leur répète, l'éducation permanente, au fond, ça réfère un peu au fait que du moment qu'on vient au monde, on est dans un processus d'apprentissage. On apprend des choses jusqu'à la fin de notre vie. Ça, on appelle ça l'éducation permanente. On est forcé d'en faire, de l'éducation permanente. On est dans un processus d'apprentissage de la naissance jusqu'à la mort. Même, on peut dire qu'on est dans un processus d'apprentissage même avant la naissance, du moment qu'on commence à être façonné comme être humain dans le ventre de nos parents, de notre mère. En tout cas, on est dans un processus d'apprentissage. Ça, c'est l'éducation permanente. L'éducation des adultes, bien, elle se situe au moment où les gens deviennent adultes. Il y a toute l'éducation quand même qui précède ça. L'éducation des adultes vient aider, évidemment, à un processus d'éducation permanente dans tous ces stades. L'éducation des adultes, en général, c'est une éducation qui est centrée sur, comme vous savez, comme toute éducation dans le monde, hein, une éducation qui est centrée sur des apprentissages qui vont conduire à un diplôme. C'est ça l'éducation. Elle a été définie beaucoup par le diplôme. Parce que quand on n'a pas de diplôme, ça veut dire qu'on n'est pas éduqué. Dans la mentalité, en tout cas occidentale, puis aussi probablement dans la mentalité un peu partout dans le monde. Quand on n'a pas de diplôme, ça veut dire qu'on n'est pas éduqué, ça veut dire qu'on n'a pas appris. Pas toujours vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris autrement. Alors, c'est toujours relié à un diplôme, l'éducation des adultes. Soit en formation générale, bien là, il faut atteindre un degré, au fond, un diplôme d'études secondaires. Il faut passer par toutes sortes d'exigences qui ne viennent pas de l'apprenant, ni de l'étudiant, ni du formateur, mais qui viennent de l'extérieur, qui viennent, disons, d'une société. Ensuite, c'est la même chose pour la formation professionnelle. Il faut passer par, en tout cas, tout un ensemble de normes et de règles pour avoir un métier, c'est-à-dire un diplôme qui nous conduise au droit d'exercer un métier. Ça, c'est ça l'éducation des adultes. Il y avait un troisième secteur qui n'était pas important, qui n'est peut-être pas encore très important dans la pratique parce qu'il est sous-financé, il est très mal financé. C'est justement le secteur de l'éducation populaire où il n'y a pas de diplôme à la fin de ça. Il n'y a pas de diplôme, mais où, en fait, les gens ont besoin d'apprendre toutes sortes de choses concernant leur vie personnelle, concernant même leur vie professionnelle, parce qu'on n'apprend pas tout, en fait, concernant dans notre apprentissage. En vue de l'apprentissage d'un métier, on n'apprend pas tout, au fond, avec un diplôme en perspective. Concernant aussi toute notre vie culturelle, notre vie sociale, notre vie économique, notre vie communautaire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de connaissances, au fond, qui nous échappent. Il y a beaucoup d'attitudes aussi qu'on n'a pas, beaucoup de comportements qu'on doit réapprendre, ou même réapprendre, parce qu'à un moment donné, là, il y a beaucoup d'évolution dans notre société. Puis il faut réapprendre nos rôles. Hein.
Le rôle de père, par exemple, exercé il y a 30 ans, c'est pas la même façon de l'exercer aujourd'hui. Alors, il faut le réapprendre. Et quand on ne le réapprend pas, ben, on fait échec. C'est la même chose comme le rôle de la femme. Il a évolué aujourd'hui, il faut le réapprendre, le rôle de la femme. Sans quoi, évidemment, la femme elle va être dans un état de dysfonctionnement. L'éducation populaire, c'est comme le travail d'une femme, on recommence tout le temps. L'éducation populaire, c'est comme une belle œuvre. Une peinture avec comme peintre la personne humaine. L'éducation populaire, qui veut dire beaucoup de choses, finalement, qui veut dire l'éducation générale, l'éducation de tout le monde, l'éducation des adultes, pas seulement des enfants, et ça se fait à l'école comme en dehors de l'école, eh bien, qu'est-ce qu'on veut d'un adulte? Qu'il soit le plus lui-même possible, finalement, qu'il soit le meilleur de lui-même. Moi, j'ai une phrase qui m'est restée profondément ancrée dans le fond de la mémoire, que mon père m'a dite quand j'étais enfant. Il m'a dit « N'essaie jamais d'être la plus grande femme du monde. » D'ailleurs, ça aurait été inutile que j'essaye. Il dit « Mais sois la plus grande tonine du monde. » Et ça m'est resté comme étant quelque chose qui s'applique à toute la vie. Quand j'écris, par exemple, j'essaie pas d'écrire comme écrivait Molière ou La Fontaine, mais j'essaie d'écrire comme Antonine Maillet, mais ce qu'elle peut faire de mieux, elle. Alors, je crois que l'éducation populaire devrait s'inspirer de cette théorie, finalement, qui est simple et qui est du simple bon sens, qui est la sagesse populaire, que chaque personne a quelque chose de très profond, d'unique au monde. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Alors, à ce moment-là, si on allait chercher ça, le meilleur de soi, puis qu'on le ferait, eh bien, on enrichirait continuellement le monde. Donc, l'éducation populaire devrait être l'éducation de soi, de son originalité, de sa distinction, de sa singularité, dans le sens qu'on est unique, et puis que tout ça participe au vaste trésor universel. Ainsi, les activités d'éducation populaire, spécialement celles dispensées à l'intérieur du réseau institutionnel, favorisent la croissance personnelle. On y apprend comment s'alimenter, comment se relaxer, comment joindre les deux bouts, comment devenir un bon parent, comment se préparer à la retraite, comment vivre à deux. Mais l'éducation populaire ne se limite pas à promouvoir seulement le développement personnel. Elle englobe tous les efforts qui tendent à rendre un peuple une âme, une conscience, le sens de ses responsabilités et de lui donner des moyens de s'exprimer et de s'extérioriser. Bien, je pense qu'une des belles réalisations des dernières années, c'est le troisième âge, le pouvoir gris qui nous l'a montré quand ils ont fait des démarches sur la question de la désindexation des pensions de vieillesse. Ils ont fait toute une démarche de sensibilisation, ils se sont appropriés eux-mêmes la question de la désindexation. C'est pas des organisateurs communautaires qui sont allés sur la colline parlementaire, c'est du vrai monde qui sont allés dire ce qu'il y avait à dire et qui ont gagné leur point. De ça ressort de belles solidarités. À mon association, la CFA régionale d'Edmonton, si je prends le comité femmes, par exemple, où ce que, justement, on a offert des sessions d'information concernant des sujets un peu comme la violence faite aux femmes, un peu l'autonomie des femmes, ou bien d'informations sur comme les femmes chefs de famille monoparentales, c'est que la demande venait d'elles. C'est qu'elles voyaient que oui, ils avaient le besoin de voir, à se rassembler et de voir un peu, d'échanger de l'information, de recevoir de l'information, puiser une genre de source d'énergie ou de voir, de se sensibiliser à la question entre elles et aussi parmi elles. Et ça a justement été fait pour elles et par elles surtout. Et tu voyais que le besoin se faisait sentir, dont la source de l'éducation populaire, justement, s'est ressortie d'elles, puisqu'elles ont justement implanté ces genres de sessions d'information. Nous, on insiste et on met l'emphase sur l'éducation populaire à cause du contexte minoritaire et de l'assimilation qui fait ses ravages auprès de la francophonie. Je crois que c'est un instrument absolument essentiel qui nous permettra d'élargir la base de participation des gens aux activités francophones et aussi, je sais pas, les toucher de plus près par rapport à la langue et donc de créer une certaine identité. Parce que trop souvent, par le passé, tout ce qui se faisait d'intéressant se faisait en anglais. Et puis, évidemment, on a à peine, depuis 1983, même le droit d'avoir une éducation dans des écoles canadiennes françaises. Alors, il faut dire que toute une foule de gens qui n'ont jamais vraiment eu accès à l'éducation française, et donc, il y a tout un rattrapage à faire. Et
Puis je pense que le dossier, les qualités d'éducation populaire se prêtent tellement bien à notre situation qu'on va continuer à mettre l'emphase là-dessus. On ne peut pas dissocier les intérêts individuels des intérêts collectifs, parce qu'on ne peut pas avoir... C'est un processus. C'est un processus. C'est un individu qui a besoin, qui a un problème particulier. Il veut aller chercher les réponses à ses problèmes, il veut chercher des solutions. Alors, il va joindre d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que lui. Ensemble, ils vont s'apercevoir que c'est pas uniquement le petit groupe qui a un problème, mais c'est comme un problème de société. Tu vois, c'est toujours une ligne directrice. Ça part toujours, à mon avis, de l'individu et ça s'en va au collectif. C'est comme... on peut pas sortir de ça. Mais je trouve aussi qu'il ne faut pas oublier qu'un groupe communautaire puis un groupe populaire, ça naît à partir des besoins de la population. Ça n'est pas comme ça par hasard. C'est un besoin d'abord. Je vois à peu près deux façons d'arriver à une action collective, si on veut. C'est qu'une première façon, c'est que, style la catastrophe de Saint-Basile-le-Grand, il arrive un événement, tout le monde est concerné, tu es concerné personnellement, puis tu es concerné, la collectivité est concernée. Alors, tu peux pas faire autrement que de bouger, d'aller chercher ton information, puis de t'éduquer dans l'action, finalement. C'est ça, l'éducation populaire autonome. Tu t'éduques dans l'action. C'est la formation dans l'action. Et c'est l'école en dehors des murs. C'est ça, l'éducation populaire autonome. Si on pense aussi, s'il arrive quelque chose, s'il y a un incinérateur qui s'en va, qui va être construit dans la cour arrière de chez vous, ça risque de vous toucher de près, toucher vos enfants de près, les voisins de près. Alors, ça suscite une action collective. L'individu n'est pas suffisant. C'est une action collective que ça prend. Les services d'éducation populaire sont les parents pauvres des commissions scolaires. De la même manière, les groupes autonomes vivent des difficultés financières quotidiennement. Et la recherche de sources de revenus demande un temps fou et des énergies incalculables. Les groupes communautaires, ils ont souvent eu la même place que les femmes dans la société. Puis notre droit de vote, le droit de se faire écouter, ça a pris quasiment autant de temps qu'eux autres à l'avoir. Puis en fait, j'espère qu'ils l'ont eu aujourd'hui. Oui. Tu as bien raison de ta question. C'était pareil au niveau des finances, hein? Je te dis que c'était pas l'ouvrage qui manquait dans le communautaire. Oh non, ça, monsieur, des jobs, on en avait. Le problème, c'était des garder. On vivait le projet en projet. Ça, c'est quand on réussit à en avoir un. De continuel prestataire de bébé, de BSS, bénévole sans le sou. C'est au niveau de l'instabilité des subventions qui produit l'instabilité des travailleurs, qui produit l'instabilité des militants, qui produit l'instabilité des bénévoles, et ce qui fait que le lien est difficilement... C'est difficile de maintenir le lien ou de maintenir les services ou de maintenir l'éducation, OK? C'est toujours à... On retape toujours sur le même clou à refaire et à refaire parce qu'on n'a pas de structure pour garder des équipes de travail, soit. Alors, une nouvelle équipe demande 1 an avant de se roder. C'est toujours à recommencer. Non, mais il devait-tu rire de nous autres, rien qu'un peu? Tu sais, quand on faisait nos demandes de subvention, là, nous autres, tout ce qu'on demandait, c'était un petit peu plus, ou bien, au moins le statu quo. Ben non, ils nous en donnaient moins, puis nous autres, on trouvait le moyen en plus d'en faire plus. Ouais. Imagination, pouvoir, mais pas une graine de pouvoir, hein? N'empêche que s'il fallait rentrer tout le monde ici qui a trouvé de l'aide, la place serait petite, comme on t'a dit. Le réseau d'éducation populaire autonome va se développer à la condition, en tout cas une base, une priorité, là, c'est qu'à la condition que le ministère de l'Éducation reconnaisse dans le réseau autonome un réel réseau d'éducation populaire aux adultes. Au même titre, les commissions scolaires ont un réseau stable. Nous autres, on est financés actuellement à travers un programme de soutien à l'éducation populaire, mais il n'y a pas de statut permanent à ce programme-là. Ce qui veut dire que le programme peut être aboli d'une année à l'autre. C'est une première condition pour qu'on pense à un développement futur, au moins avoir une stabilité dans le programme. Au niveau du développement, on ne peut pas penser aussi à un développement, un réel développement, si on n'est pas reconnu comme étant des groupes et des organismes, mais un réseau autonome, c'est-à-dire autonome dans l'évaluation de nos besoins, dans l'évaluation des solutions qu'on veut, puis qu'on nous laisse passer à l'action aussi, qu'on ne nous mette pas des bâtons dans les roues, puis qu'on nous enlève pas nos moyens, là aussi. Et deuxième raison, c'est que le réseau ait un financement stable. Qu'on arrête de toujours... les besoins sont grandissants, alors qu'on ait
un financement stable et décent, puis qu'on tienne compte aussi de l'expertise des réseaux puis des structures de représentation. Si on prend l'exemple de la réforme de l'aide sociale, par exemple, ils nous ont laissé la parole, ils ont laissé aux personnes impliquées dans la réforme de l'aide sociale au niveau communautaire, ils ont laissé la parole, mais ils n'ont pas... c'était déjà structuré, la loi était déjà structurée. Ils n'ont pas tenu compte de l'expertise des groupes. Au Québec, il y a deux grands réseaux d'éducation populaire. Il y a un réseau au niveau des commissions scolaires qui a des traditions, et il y a un autre réseau, au fond, aussi, qui a des traditions, c'est le réseau, disons, des organismes volontaires d'éducation populaire. Je trouve que ces deux grands réseaux-là sont quand même des acquis assez remarquables et il faudrait les développer. Il faudrait les développer et permettre à la population d'avoir accès à des activités d'éducation populaire. À l'heure actuelle, ils ne se développent pas beaucoup ou très peu. Ils se développent, au fond, dans la mesure des plus ou moins des caprices ou des gouvernements ou des restants, au fond, de budget que le ministère de l'Éducation possède pour ce faire. Alors qu'il y a beaucoup d'autres ministères qui font de l'éducation populaire et le ministère de l'Éducation n'est pas capable d'aller chercher, on dirait, ces argents-là pour financer l'éducation populaire. Mais moi, là, ce que je trouvais le plus frustrant dans tout ce travail-là, c'est quand il venait le temps à nos élus d'établir des politiques, là, ou bien d'en faire disparaître, là, bien, ça touchait toujours le monde avec lequel on travaillait tous les jours sur le terrain, tu sais. Puis, ou bien, il venait pas nous consulter, non. Il allait chercher là, des messieurs et des madames qui venaient de l'extérieur, avec bardé le diplôme, complètement déconnectés de la réalité, au lieu de venir nous autres, nous voir. Toute cette belle expertise-là, puis l'expérience qu'on avait perdue en vain. Oui, c'est ça. Ben là, quand finalement ils décidaient de nous donner de l'argent, là, on tombait dans les papiers. Non, 4 rapports d'activité, 10 rapports financiers pour 2000 piastres. La photocopie. Et qui me faisait suer, moi. Le plus grand défi, c'est le défi de survivre au niveau des groupes de base. Mais je trouve que c'est très important. On n'est pas en danger de mort là, parce qu'on a moins de financement ou qu'on est resserré au niveau du financement. Loin de là. On est encore très vivant, mais je trouve qu'on a un rôle très important dans la conjoncture politique qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on a un rôle de surveillant puis de gardien. On a un rôle, tu vois, dans un resserrement au niveau des coupures, au niveau du resserrement financier, au niveau de la privatisation. On a à dénoncer ça et c'est notre rôle de le faire. On ne va pas arrêter ça en plein dans une période où on a besoin de plus en plus de dénoncer ça. Puis en plus, le placement d'argent-là, il est investi dans ce qu'il y a de plus important. L'humain, Pinouche. On a des valeurs d'équité sociale, nous autres. C'est un défi que de continuer à en avoir dans une période comme on vit actuellement. On a des valeurs de justice, une valeur de meilleure répartition des argents. Alors, c'est important de continuer c'est un défi pour nous autres de continuer à jouer le rôle qu'on joue actuellement. Puis le défi aussi qu'on a, c'est de continuer à donner la parole à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui ne sont pas écoutés. Ça, c'est un défi.